Madame, Monsieur, bonsoir et merci de suivre ce numéro du débat politique consacré à la corruption. La corruption est un fléau mondial selon la Banque mondiale, la Banque africaine de développement. Elle fait perdre 148 milliards de dollars, soit près de 82 000 milliards, 550 millions de francs CFA chaque année au continent africain. Elle a des répercussions sur le développement économique et social, ainsi que sur la stabilité politique des États. En Côte d'Ivoire, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a été créée en 2013 pour lutter contre ce fléau. Plus tard, en 2020, le gouvernement ivoirien a pris un décret portant création du pôle pénal économique et financier. Au-delà de la délinquance en col blanc, la société ivoirienne semble gangrénée par la corruption à tous les niveaux et dans tous les secteurs d'activité. Pourquoi la corruption s'est-elle banalisée dans notre pays? Quelles sont les pratiques à bannir? Et finalement, sommes-nous tous coupables? Ce sont autant de questions qui seront au centre de ce débat avec nos invités. Monsieur Jacques III Achiaou, directeur de la sensibilisation et de l'éducation de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame. Docteur Kwame Christophe, président de Civis Côte d'Ivoire. Bonsoir et merci d'être présent. Bonsoir, madame. Maître Baleroux, avocate au barreau de Paris, précédemment juriste au pôle économique et financier en France. Bonsoir et merci d'être présente, madame. Merci, bonsoir, mais je suis avocat au barreau de Côte d'Ivoire. Merci de le préciser. Merci. Et monsieur Assalé Tiemoko, directeur général du journal L'éléphant déchaîné. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Fatim. Merci. Alors, en prélude à nos échanges, je souhaiterais que chacun de vous nous donne une définition claire et précise de sa compréhension de la corruption. On va commencer par vous, monsieur Achiaou. Merci, madame Djedje. Mais avant, je voudrais, au nom du président de la Haute Autorité, remercier la RTI pour nous avoir associés à ce débat qui, pensons-nous, donnera l'occasion de donner quand même certains éclairages aux Ivoiriens sur cette question assez épineuse qu'est la corruption. Tout à fait. Alors, pour revenir à la définition, il faudrait savoir que la corruption est un fléau assez complexe. Et malheureusement, c'est une notion qui est polysémique, donc elle a plusieurs sens. Et il n'y a pas de définition préétablie. Vous regarderez aux lectures, on donne une définition en fonction du contexte de l'incrimination qu'on a envie de donner. Alors, donc, ce qu'on peut retenir, c'est les éléments qui rentrent en ligne de compte pour parler de corruption. Corruption vient du mot latin corruptio, qui voudrait dire dégradation dans l'âme. Et la corruption est assimilée à quelque chose de pourri. C'est de la pourriture. Pour bien montrer aux téléspectateurs que la corruption n'est pas quelque chose qui est à conseiller. Et donc, c'est de la pourriture. Et aujourd'hui, les institutions internationales, les agences de notation s'accordent pour dire que là où il y a corruption, il y a abus d'un pouvoir que vous avez en tant qu'agent public pour faire ou ne pas faire quelque chose dans votre intérêt personnel au détriment de l'intérêt général. C'est ça la corruption. Et cela va se présenter par des actes. Et donc, quand vous regarderez dans tous les pays au monde, ce sont des faits de corruption qu'on va incriminer et qui vont varier en fonction du pays, du contexte social, culturel. Et donc, en définitive, la corruption, qu'est-ce que c'est? C'est le fait pour un agent public ou un individu d'offrir, de donner, de recevoir, d'accepter, de solliciter un avantage indu, directement ou indirectement, pour faire ou ne pas faire quelque chose de sa fonction ou de son mandat. Et c'est ça qui nous permet de dire que la corruption, c'est comme ça qu'on peut la donner en termes d'approche définitionnelle. Voilà ce que je pourrais dire là-dessus, madame. Alors, je vais laisser Maître Baleroux compléter et nous dire, est-ce qu'il existe finalement un délit de corruption, un crime de corruption, puisqu'en préparant l'émission dans les recherches, il est difficile de voir apparaître ce terme sur le plan juridique. Alors,
Je vais rejoindre M. Achiaou qui a extrêmement bien défini la corruption. C'est vrai que vous avez raison de souligner que malheureusement nos textes sont assez silencieux sur une définition précise d'un délit qui serait la corruption et qui serait défini précisément dans son incrimination. Maintenant, ce qu'on peut dire, et pour compléter un peu ce que M. Achiaou vient de dire, c'est que quand on s'attache à l'examen des textes, on remarque qu'on s'attache aux individus susceptibles de commettre des faits de corruption. Quand vous prenez les textes, par exemple, l'ordonnance de 2013, qui réprime la corruption, elle va s'attacher aux agents publics et elle va vous dire qui sont les agents publics qui doivent avoir un certain comportement conforme aux principes de bonne gouvernance pour échapper à l'incrimination de corruption. Mais vous ne retrouverez pas la définition de la corruption comme on aurait une définition du vol ou de l'escroquerie. Donc ça, c'est une difficulté parce que le droit pénal est une matière spécifique qui demande à ce qu'on ait une définition précise pour pouvoir entrer en voie de condamnation. Mais bon, les juges font ce qu'ils peuvent avec le dispositif légal qu'ils ont et ça leur permet, le dispositif légal en l'état leur permet d'entrer en voie de condamnation. Mais c'est une réflexion évidemment qu'il faut mener parce que c'est problématique qu'on n'ait pas de texte qui nous permettent exactement de dire voilà ce que c'est la corruption à l'instant T en Côte d'Ivoire et voilà les comportements qu'on ne veut pas voir et qui peuvent recevoir la qualification de corruption. Alors, docteur Comé, je vais vous laisser peut-être compléter cette définition de la corruption de la part de nos deux experts. J'ajoute un peu que je dis merci à la RT de nos invités. Et moi, personnellement, au nom de toute l'Assemblée citoyenne, les citoyens qui souffrent de la vie chère, j'espère qu'aujourd'hui, ils vont avoir un peu d'espoir à travers la discussion sur le niveau de combat que mène le gouvernement vis-à-vis de ce fléau-là, qui est un peu comme un serpent de mer. On lui coupe la tête, il revient. Ce que je voulais dire de prime abord, c'est que la corruption n'est pas une fatalité. Nous avons les moyens techniques, nous avons les moyens financiers, nous avons les moyens juridiques et nous avons tout le dispositif, selon nous, de pouvoir combattre ce fléau. Effectivement, on ne le définit pas de manière pure parce que quand vous prenez même l'ordonnance, c'est écrit « ordonnance relative à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées ». Tout à l'heure, quand nous allons développer ce que c'est que les infractions assimilées, moi je vais revenir sur le favoritisme et la concussion, qui sont deux éléments primordiaux, deux définitions, deux façons de faire, deux atteintes à la probité dans la gestion des finances publiques qui permettent tout de suite de pouvoir cerner ce que madame a dit, c'est-à-dire pénaliser l'acte des agents publics. Cher confrère, M. Saleh Moko, vous voulez compléter cette définition de la corruption? Oui, je pense qu'ils ont suffisamment développé la notion de corruption selon les acteurs qui sont incriminés. Et ce que je voulais relever, c'est surtout en ce qui concerne les acteurs publics. Là-dessus, la notion qu'il faut peut-être toucher du doigt, c'est la question du devoir. Parce que la corruption suppose que l'acteur public accepte ou demande un service pour accomplir son devoir ou ne pas accomplir son devoir. C'est à ce niveau qu'on peut parler de la corruption des acteurs publics. Et c'est la forme de corruption la plus grande, qui a un impact plus grand sur le développement d'un pays. À côté de ça, vous avez d'autres formes de corruption qui peuvent être perçues comme les corruptions secrètes, qui concernent tous les acteurs de la société civile, qui, chacun à son niveau, peut être acteur de corruption ou victime de corruption. Et donc, selon ce qu'ils ont dit, effectivement, il n'y a pas une définition très claire, en tout cas dans notre ordonnement juridique, qui permet de dire exactement ce que c'est la corruption. C'est par rapport aux faits qui sont posés qu'on identifie ça, surtout par rapport aux tribunaux. Alors la lutte contre la corruption, vous l'avez dit, s'appuie sur des textes à la fois nationaux et internationaux. Monsieur Achiaou, quelles sont finalement les dispositions en vigueur en Côte d'Ivoire? Merci, Madame Djedje. Il faut déjà commencer par expliquer aux Ivoiriens que la Côte d'Ivoire est partie à plusieurs conventions internationales qui fustigent ce comportement, ce fléau au niveau mondial. Vous avez les conventions des Nations Unies, vous avez la convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, et vous avez également le protocole d'accord de la CEDEAO. Les deux premières conventions dont j'ai parlé ont été ratifiées par l'État de Côte d'Ivoire, et donc systématiquement sont introduits dans notre droit interne. Ils font partie de notre ordonnement juridique. Premier volet, au niveau international. Deuxième volet, les dispositions de ces conventions ont été internalisées en fonction de notre contexte socio-culturel.
Et donc, vous avez une série d'infractions qui ont été érigées en actes de corruption et également en infractions assimilées. Alors, quand vous prenez ce dispositif, c'est le dispositif légal, donc c'est la source légale. Mais à côté de ça, il y a une série de règlements, d'actes réglementaires qui viennent compléter ces textes-là. Alors, en termes de dispositions pratiques, quand vous prenez la corruption, c'est une chaîne. Et la particularité de cette loi, et je le dis, j'espère que Maître ne me dira pas le contraire, la particularité de cette loi, c'est qu'elle a un volet administratif. Vous voyez? Quand vous prenez une loi pénale, il n'y a pas de question de prévention, vous voyez? Et donc, c'est une loi qui vient réprimer, donc qui sanctionne. Dans le cas de la loi sur la corruption, donc l'ordonnance, vous avez dans la chaîne la prévention d'abord, ensuite la répression, après vous avez la coopération qui permet de régler la question et vous allez jusqu'au recouvrement des avoirs. Vous voyez, donc ça fait une chaîne avec des maillons différents. Et ce sont ces dispositions qui sont contenues dans nos différentes ordonnances. Prévention. Lorsque vous voulez vous attaquer à la corruption, il faut d'abord identifier quels sont les acteurs. Et là, nous profitons de ce plateau pour appeler toutes les personnes qui sont identifiées comme étant acteurs à s'impliquer davantage dans la lutte contre la corruption. Tout à l'heure, je pense que dans nos débats, nous y arriverons. Vous avez d'abord l'État lui-même et les organismes publics. À côté de l'État, vous avez le secteur privé. Vous avez à côté du secteur privé, vous avez les populations. Mais les populations sont diversifiées. Vous avez d'abord les associations, les ONG, tous ces groupements de personnes-là. À côté d'elles, vous avez un acteur essentiel. Et je suis très heureux d'avoir le directeur général de l'Éléphant déchaîné avec nous. Ce sont les médias, madame. Les médias doivent pouvoir accompagner parce qu'ils ont un rôle de dénonciateur, d'éducateur et de lanceur d'alerte. Voyez. On va en parler tout à l'heure. Alors, pour finir, lorsque vous sortez du maillon de la prévention, il y a un ensemble de mesures à partir de ces acteurs dont j'ai cité tout à l'heure, que j'ai indiqué tout à l'heure. Vous avez des mesures qui leur incombent, aussi bien à l'État, au secteur privé, à la société civile. On pourrait en parler un tout petit peu, si vous le permettez, nous le permettez tout à l'heure. Ensuite, vous avez la répression, le maillon de la répression. Et la répression, ce sont des incriminations. Donc, un certain nombre de comportements qui sont incriminés. Et la violation de cette disposition entraîne sanction avec peine et amende. Et enfin, vous avez la coopération et le recouvrement des avoirs, parce que l'objectif, lorsque nous avons été spoliés, nous, État de Côte d'Ivoire, nous, Ivoiriens, de nos biens, il faut bien qu'on recouvre cet argent qui nous a été indûment pris. On va revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, tout au long de l'émission. On parlera bien sûr de la délinquance à col blanc, on parlera de la délinquance au quotidien dans la vie des Ivoiriens. J'aimerais qu'on s'intéresse aussi à la perception de la corruption par les populations. Je vous propose de regarder dès à présent un élément d'Ahmed Traoré et on revient sur la question juste après. Dans le niveau du domaine scolaire, par exemple, la corruption ne fait que donner de mauvaises impressions aux élèves. Demain, il ne pourra même pas... il a un niveau qu'il ne peut pas exercer. Ce qu'on peut faire, c'est de prendre des mesures depuis là-haut. Partout, il y a la corruption. Il faut essayer de sensibiliser un peu les gens pour pouvoir mettre ce problème en place. Parce que corrompre quelqu'un, vraiment, c'est pas trop ça. Mais actuellement, où nous vivons là, ça a pris de l'ampleur un peu partout dans le monde. La corruption est un phénomène vraiment qui n'est pas bon dans la société. Ça ralentit beaucoup d'activités dans les sociétés. Parce que par rapport à la corruption, quand tu dois aller dans un service, s'il y a des personnes qui sont implantées, qui sont vraiment dans la corruption, le service n'avance pas. La corruption, ça crée beaucoup de problèmes dans la société. Parce qu'il y a des personnes qui ont envie d'évoluer et qui n'ont pas les moyens. Et à cause de la corruption, ils ne peuvent pas évoluer.
Parce que souvent, quand on va dans des entreprises ou dans les coins, on demande souvent, il faut qu'on donne de l'argent. La corruption, je pense que c'est malheureusement un fléau qui touche pas mal de pays, notamment chez nous ici en Afrique. Et est-ce qu'il y a un remède? On peut toujours faire quelque chose. Entre autres, ça va commencer peut-être par créer déjà de l'emploi, je pense à la base, pour les jeunes qui aujourd'hui sont en situation de précarité. Parce que quand on n'a pas d'emploi, je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont liées à ça. À partir du moment où on a un revenu à la fin du mois, déjà on ne va pas quémander. Et si on ne va pas quémander, celui à qui on ne va pas demander non plus n'ira pas chercher plus. Et le fait de vouloir chercher plus, on va plus vers la facilité. Il faut dire que la corruption, c'est un phénomène qui met nos États en retard, qui met nos économies en retard. Et quand vous voyez un pays comme la Côte d'Ivoire qui est gangréné par la corruption, la solution que je trouve, c'est de mettre des brigades anticorruption et que ces personnes-là sévissent sévèrement. Il ne faut pas qu'il y ait l'impunité. Docteur Kwame, plusieurs études traitent de la perception de la corruption par les populations. Déjà, que vous inspire, je vais faire un tour de table dessus, les propos des Ivoiriens sur cette question. Et que disent les études que vous avez pu mener? Alors, l'étude que nous avons consultée dernièrement, c'est Afrobaromètre 2019 pour 2020. Clairement, les citoyens, en termes de pot de vin, classent la police, la gendarmerie pour eux-mêmes. Ils disent à l'enquêteur qu'ils ont utilisé la police, la gendarmerie et l'armée pour se sortir d'un pétrin. Donc, ils ont payé eux-mêmes des pots de vin. Ensuite, ils parlent des agents de gouvernement pour la délivrance. Quand on dit agent de gouvernement, on a traduit Afrobaromètre anglais en français. En fait, agent de gouvernement veut dire agent public, voilà. Et pour payer un document, pour obtenir un document, ils ont eu aussi à payer. Et ensuite, après, l'hôpital, où ils ont eu aussi à corrompre des agents de santé pour pouvoir avoir un service de santé. Et enfin, l'école. Si je peux donner un point de vue là-dessus, vous voyez que les citoyens lambda, c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai parlé de la représentation dont j'ai l'honneur de l'Assemblée citoyenne. Quand le citoyen sort de chez lui, vous voyez que la première personne ou le premier contact, c'est la police, la gendarmerie ou l'armée, en fonction de si on est en ville ou pas. Le deuxième contact, on va vers les documents. Les documents peuvent se faire au commissariat ou au tribunal. Et ensuite, l'hôpital, parce que c'est aussi une porte de sortie ou une porte d'entrée, c'est selon, par rapport aux citoyens lambda. Et enfin, l'école, parce que tous les citoyens ont des enfants. Vous voyez que l'enquête génère, je dirais, la vie du citoyen moyen. La deuxième enquête demande maintenant aux citoyens, est-ce qu'ils ont entendu parler de faits de corruption régulièrement, de telle sorte qu'ils puissent, sur le document qu'on leur a donné, classer en fonction du groupe social, dire qui ils pensent être à la classe 1. Pour eux, ils disent que les policiers gendarmes viennent en première sur l'échelle. C'est eux qui sont toujours premiers. Ensuite, là, ça change. Ils ont entendu parler de la corruption des magistrats. Ensuite, les agents des impôts. Ensuite, les fonctionnaires, les présidents et officiels de la présidence. Et même, ils vont jusqu'aux conseillers municipaux et régionaux, à l'Assemblée nationale, les chefs traditionnels et même les leaders religieux ont été cités dans cette enquête où les citoyens pensent que tout ce monde-là est corrompu. Alors, on est bien d'accord qu'il faut distinguer la perception qu'ont les citoyens et puis la réalité factuelle. Mais n'est-ce pas finalement aussi important quand on prend d'autres thématiques, notamment celui de la sécurité, le sentiment d'insécurité peut modifier considérablement la trajectoire d'un État, car il est plus important que la réalité chiffrée des problèmes sécuritaires. Vous avez raison, juste 30 secondes. La dernière étude, justement, qui vient de sortir par Afrobaromètre relativement au civisme fiscal, justement, fait le lien entre cette confiance dont vous parlez et la capacité du citoyen à se comporter en patriote et à payer ses impôts. Voilà, il y a eu un lien sur la dernière étude. Alors,
Lorsqu'il s'agit d'enquêter, vous le disiez tout à l'heure, hein, et d'en tirer l'attention finalement sur les abus de pouvoir et les pratiques de corruption, la société civile que vous représentez et les médias jouent un rôle déterminant. Assalé Timoko, votre journal a mené plusieurs investigations sur la corruption. Déjà, est-ce de votre propre chef ou vous avez été sollicité par vos lecteurs ou par différentes sources? Comment on décide de mener une enquête sur ce sujet? Alors, tout à l'heure, le représentant de la haute autorité disait que la presse a un rôle majeur à jouer dans la lutte contre le phénomène de la corruption. Et dans des pays de démocratie où les journalistes d'investigation font un travail correct, cela permet de révéler d'immenses scandales qui se passent dans l'administration publique et qui permet aux populations de demander des comptes. Et donc, en Côte d'Ivoire, la presse d'investigation n'est pas très développée. Vous ne trouverez pas plus de 20 journalistes d'investigation en Côte d'Ivoire qui se consacrent essentiellement à faire des enquêtes. La plupart de nos médias sont des médias d'opinion qui sont liés à des partis politiques et donc qui consacrent pratiquement leur temps à faire des reportages et à embellir l'image des hommes politiques. Mais l'investigation, ça consiste effectivement à laisser tous ces aspects de la vie sociétale et à s'intéresser aux questions de gouvernance publique, à l'utilisation des ressources publiques. Et donc, notre rôle en matière est très important. Quand on fait une investigation qui permet de savoir que telle passation de marché public a été faite de façon déguisée, c'est un gré à gré qu'on a déguisé en appel d'offres, il faut qu'un journal d'investigation soit en mesure de comprendre la mécanique et de révéler à l'opinion que c'est un gré à gré déguisé en appel d'offres et que par derrière, les acteurs publics qui ont rédigé les tests ont été conditionnés pour accepter tel opérateur qui parfois n'a pas les compétences techniques pour faire le travail. Très souvent, les résultats sur le terrain sont connus, les travaux sont réalisés, mais la qualité laisse à désirer parce que l'acteur qui a eu le marché a dû débourser beaucoup d'argent pour obtenir le marché. Et par conséquent, il se rattrape dans la qualité des produits qu'il utilise pour faire le travail. Et donc, les populations sont les victimes de cette situation. Alors, en tant qu'investigateur, on a plusieurs acteurs qui peuvent intervenir dans une enquête. Un citoyen, je pense que c'est aussi le cas de la haute autorité de la bonne gouvernance, peut dénoncer à un journaliste une information de prévarication d'un domaine précis. Et ça au journaliste de mettre en place toute la mécanique de l'enquête pour aller retrouver les documents qui permettent d'affirmer que dans tel secteur, il y a eu prévarication. Ensuite, vous avez le journaliste lui-même qui a la faveur d'une enquête anodine. En Côte d'Ivoire, on a déjà vu ça. On travaille sur des dossiers vraiment anodins. Et puis, ça nous a amené à de grands dossiers qui nous ont permis de comprendre que dans certains secteurs, les gens se donnent à cœur joie dans la dilapidation des ressources publiques et dans l'enrichissement illicite. Et donc, c'est plusieurs éléments qui permettent de faire l'enquête. Les citoyens peuvent dénoncer, mais en Côte d'Ivoire, il y a un problème parce qu'il n'y a aucune loi qui protège ceux qui veulent faire des alertes. Dans certains pays, vous avez des lois qui protègent les lanceurs d'alerte. Et ça, tant qu'on n'a pas ce genre de mécanisme-là, les citoyens ne peuvent pas le dire. Et moi, je connais beaucoup d'Ivoiriens qui ont été soupçonnés d'avoir été informateurs de l'éléphant déchaîné et qui ont perdu leur travail, alors qu'en réalité, ils n'étaient pas liés à cette enquête-là. Tout ça freine la capacité des populations à dénoncer. Alors, je vois que M. Achaïou veut répondre puisque la loi a changé récemment. Je pense que précisez-nous ça. Voilà, c'est ça. C'est vraiment cela que je voudrais dire. Il y a une loi désormais, c'est la loi de 2018, qui protège les dénonciateurs. Mais à côté de cette loi, il y a tout un dispositif qui a un régime de dénonciation. Quand vous regardez l'ordonnance elle-même, déjà dans ces dispositions, les dénonciateurs étaient déjà protégés en 2013. La loi n'est venue qu'opérationnaliser et même qu'aujourd'hui, la loi prévoit la mise en place d'un bureau national au niveau du ministère de la Justice pour pouvoir recevoir cette dénonciation. Et dans le régime, vous avez un régime avant-gardiste qui ressemble aujourd'hui à ce que vous voyez dans les films télé. C'est tout un programme et je partagerai avec vous cette loi. Mais plus important, et c'est là-dessus que je voudrais m'arrêter une minute. Vous voyez, le dispositif qui a été conçu fait apparaître la nécessité de la présence des médias. Je vais vous lire rapidement une disposition qui dit « La presse participe à la prévention », donc c'est l'article 26 de la 660, participe à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées en publiant les faits irrélatifs dont elle a connaissance. Mais plus haut, les médias ont un accès effectif. Et c'est une disposition que vous devez utiliser. Effectif et libre à l'information concernant la corruption. Justement, juste ces mots. Je voulais dire... Il y a les textes et il y a la réalité. Non, voilà. Je voulais dire que je l'ai fait exprès. Parce qu'une chose est de prendre des lois, et c'est ce qui fait la faiblesse de nos États ici. Mais la vulgarisation du texte,
je peux vous garantir que je sais que le test existe. Combien d'Ivoiriens sont conscients de ce qu'un test permet à l'acteur citoyen, dans l'entreprise publique où il travaille, de dénoncer son patron qui est en train de commettre des infractions à l'autorité publique. Ils ne sont pas nombreux à le savoir. Alors. Et donc, il faut que, comme je l'ai dit, je l'ai fait exprès, pour vous titiller, pour que vous compreniez que vous avez un travail à faire pour informer le citoyen de la prise des tests, pour qu'il sache quels sont ses droits et quelles sont les protections dont il bénéficie. Monsieur, au-delà de l'information, il faut le protéger, ce citoyen, cet individu lambda. Absolument, mais j'ai envie de nuancer un peu le propos de monsieur Achiaou, parce que c'est vrai qu'il y a les dispositifs qui existent. On est totalement d'accord là-dessus. Maintenant, une chose est d'avoir la loi, une chose est de pouvoir la mettre en application, mais qui protège? Qui protège? On a tous les jours des échos de choses, mais comment faire? Quand vous dites aux gens, allez dénoncer, vous pouvez faire une lettre même au procureur de la République pour lui dire, il y a tel fait. Les gens vous disent, ah, ça là, est mon travail. Donc c'est une réalité. Donc il y a un texte, mais la réalité est que c'est vrai que les textes existent, mais quelles sont les dispositions qui sont prises pour que ces textes-là soient effectivement appliqués? Là où je dis qu'il y a des efforts à faire, c'est effectivement, comme l'a dit M. Assalé Tiemoko, sur la vulgarisation, que les gens sachent que ça existe déjà. Et ensuite, une fois que tout le monde est au courant que ça existe, que les gens aient une véritable protection. Parce que vous allez aller dénoncer, mais vous allez payer très cher, peut-être même de votre travail ou de votre vie qui va être complètement gâchée, le fait d'avoir dénoncé des faits qui portent atteinte au bien public. Mais vous le disiez vous-même, Assalé Tiemoko, que vous aviez eu à quitter le pays par rapport à des enquêtes, des investigations que vous meniez. Donc, où est cette fameuse protection? Ah oui, mais justement, parce que... Alors, je pense que là-dessus, hein, s'il vous plaît, madame, vous voyez, il faut bien commencer quelque part. Ce que vous dites est d'autant plus juste, mais en même temps, il y a une réalité. La lutte contre la corruption, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, du tic au tac. C'est une œuvre de très longue haleine. Il y a des garde-fous, il y a un ensemble de mécanismes, d'outils que vous devez mettre en place pour que votre lutte soit efficace. Et c'est dans ce cadre-là que l'État de Côte d'Ivoire, fort de son expérience, au fur et à mesure, améliore le dispositif. Vous comprenez? Aujourd'hui, nous avons une loi qui protège le dénonciateur. Il y a 10 ans, il n'y en avait pas. Il y a 20 ans, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, nous avons un organe qui est chargé de s'occuper des dénonciateurs. Mais mieux, nous l'avons dit sur un autre plateau, nous sommes en train de mettre en place, et ça c'est pour régler la question que vous posiez, de la peur, parce que c'est l'anonymat qui va régler la question. Parce que si vous pouvez dénoncer en pouvant jouir d'un certain anonymat, systématiquement, votre protection assurée permet en même temps de régler la question. Et nous sommes en train de prévoir la mise en place d'une plateforme multicanale de signalement des actes de corruption. Et cela va se faire. À partir de ce moment, vous pourriez, par voie de courriel, par voie de téléphone, d'appel téléphone, vous pourriez le faire. Mais à la fin, il faut que nous soyons tous responsables. Parce que même la société civile est un acteur. Et donc, quand vous avez connaissance, et je ne fais que reprendre une disposition de la loi pénale, chaque fois que vous avez connaissance d'un acte de corruption, vous êtes tenu, c'est une obligation, d'en informer les autorités compétentes. Bon, parlons du rôle de la société civile, justement. Quel est votre rôle dans cette lutte contre la corruption? C'est quoi? C'est un rôle de surveillance, de dénonciation, comme il attend de vous? Je vais simplement rappeler aux téléspectateurs qui n'ont pas vu passer dans les journaux la 5e journée africaine de lutte contre la corruption que la haute autorité a organisée à l'Hôtel Ivoire. Et le sujet clé était le guide des conflits d'intérêts. Civis Côte d'Ivoire, je vous partagerai d'ailleurs, madame, dont j'ai la charge, a anticipé relativement à ce guide de demander, nous faisons actuellement, nous sommes en plein dans un plaidoyer, nous demandons aux autorités compétentes de compléter le dispositif légal de l'ordonnance, voilà, 660, l'article 5 à 10, d'ajouter à la déclaration de patrimoine la déclaration d'intérêt. Parce que pour nous, madame, dès que la personne a pu voler 990 millions, elle a les moyens d'acheter, comme en Haïti, des rebelles. Pour nous, la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire a 2 gros points
qui doivent peser 90%. La prévention, la détection. Dans la prévention et la détection, plusieurs pays, hein, j'ai étudié la Suède, j'ai étudié la France, les pays font le choix de leurs capacités. En 2013, en France, il y a eu 253 procès et 41% de ces procès d'atteinte à la probité, 41% c'était la corruption. Chaque procès a mis 5 ans et demi. Voilà comment la loi Sapin 2 est née. Et cette loi Sapin 2 dit, nous ne pouvons pas prendre les ressources de l'État français et passer 5 ans et demi à poursuivre des gens. À la fin, il n'y a plus d'argent. Voilà. Donc aujourd'hui, pour nous, notre option, hein, j'utilise votre plateau, mais vraiment, le courrier est déjà arrivé, hein, le Premier ministre l'a reçu. J'utilise votre plateau pour dire à tout le monde en Côte d'Ivoire que la lutte contre la corruption, n'attendons pas l'émotion des petits détournements. On se satisfait dans un camp politique de dire c'est celui qui est au pouvoir qui fait ça. Mais si nous mettons l'accent sur la détection, sur la prévention, il y a suffisamment de lois. L'inflation juridique n'est pas intéressante. Je vous dis, madame, ici, devant les 25 millions d'habitants qui nous regardent, que ces lois-là sont suffisantes. Il nous manque quoi? La haute autorité a une salle. La Côte d'Ivoire, dans sa décentralisation, a des salles partout. Vous arrivez aujourd'hui dans n'importe quel petit village à Bengourou, vous aurez une salle de fête de la mairie, une salle du conseil régional, une salle de la préfecture. Ouvrons ces salles à la sensibilisation. Alors, ouvrons ces salles officiellement, faisons un appel d'offres aux ONG, faisons un appel d'offres à l'éléphant déchaîné. Madame, s'il vous plaît, 30 secondes. Il a la capacité, il a l'ingénierie. Monsieur Achaou a fait l'UEMOA, vous ne le savez pas, il vient de très loin. Il a tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, changeons de cap. Arrêtons d'attendre que les gens puisent l'argent et on va mettre 5 ans et demi. La France met 5 ans et demi en moyenne. Donc la Côte d'Ivoire peut mettre 10 ans et ce n'est pas ce qu'il faut en fait. Alors madame, si vous permettez, nous allons compléter juste ce que monsieur vient de dire. Vous voyez, prévenir, c'est mieux que guérir. Et ça, cela, il faut que nous tous on s'inscrive là-dedans. Pourquoi? Vous avez posé votre thème qui est tous coupables. Mais oui, madame, quand vous laissez faire, vous êtes coupable. C'est cela la réalité. Mais comment faisons-nous pour ne pas que cela arrive? C'est de ça qu'il parle. Vous voyez, de 2015 à aujourd'hui, nous avons fait une campagne sur l'ensemble du territoire ivoirien. Je confirme. Non, je confirme. Nous avons fait ça avec la société civile. Nous avons installé des outils pour permettre aux populations de jouer leur rôle citoyen. Des comités locaux d'intégrité ont été installés dans les 31 chefs de lieux de région. Et le rôle de ces comités-là, c'est de surveiller la surveillance de la corruption dans leur localité et de les dénoncer. À côté de cela, nous avons créé un cadre qu'on appelait la plateforme anticorruption qui réunissait toute l'administration locale pour que les gens se parlent, pour que les dénonciations se fassent. Mais madame, si nous ne mettons pas en place une série d'outils, une batterie d'outils pour prévenir, en passant par des outils d'anticorruption dans les différents ministères, en passant par des codes d'éthique, veiller à ce que les mécanismes d'éthique soient bien réglés, je vous assure, notre œuvre sera vaine. Madame. Alors, écoutez, je veux qu'on avance un peu dans le débat, si vous me permettez. Hein. On va parler de votre institution, puisqu'en Côte d'Ivoire, il en existe plusieurs qui ont donc la charge de la lutte contre la corruption, et notamment la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Vous venez de le dire un peu avec vos mots à l'instant, mais que faites-vous très concrètement madame, au sein de cette institution? La Haute Autorité a 18 missions. Que vous n'allez pas développer. Non, je ne vais pas vous les développer, mais je vais vous donner les plus importantes. Allez-y. La première, c'est de coordonner toutes les politiques anticorruption en Côte d'Ivoire. Donc, un pouvoir de coordination. Mais avant ça, nous devrons élaborer la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Et monsieur est très friand de cette stratégie. On a dénoncé, on n'est pas friand. On dénonce depuis 2017. Parce qu'on est en train de le faire. Oui, on dénonce depuis 2017. Et la Haute Autorité nous a répondu qu'en 2019, on aura la stratégie nationale. Elle n'a toujours pas eu lieu. Dernièrement, excusez-moi d'avoir pris la parole, hein, dernièrement, la GIZ a donné 5 milliards à la Haute Autorité et j'ai même publié... oui, bon. Monsieur, oui. Soyons un peu plus... soyons un peu plus précis. Oui. Vous voyez? Il y a eu... Non, on va pas... Je termine. Nous n'allons pas polémiquer. Non, on va pas polémiquer. Bon, alors, attendez. Juste une phrase et puis je vous laisse continuer. C'est ça. J'ai été répondu officiellement, et j'ai le journal, j'ai le lien, j'ai la source, qu'en 2019, la Haute Autorité allait déployer la stratégie nationale. Qu'est-ce qui arrive en 2021,
il y avait un financement de base. En 2021, nous ne l'avons pas. Je mettais là. D'accord. Alors, en 2019, pour quelle raison? La pandémie, tout simplement. 2020. 2020. Donc, ce dont il parle, novembre 2019. Oui, c'est vrai. Je me trompe? Non. Novembre 2019. 2020. Donc, c'est coronavirus qui a freiné? Je viens, madame. Allez-y. Vous verrez. Alors, 2020, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes aujourd'hui à la fin du processus. Le diagnostic est déjà prêt. Ils ont été associés, la société civile. Ils y ont participé, donc je suis un peu étonné que sur le plateau, ils le disent. Non, voilà. Mais pour finir, finir, c'est un processus, vous savez, élaborer une stratégie, ça se fait pas en 2 jours. C'est toutes les parties prenantes qu'on prend et on discute là-dessus. Donc ça prend un peu de temps, c'est tout. C'est pour ça que ça met un peu plus de temps. Mais je pense que nous sommes un peu pratiquement à la fin du processus de consultation. Oui. Merci pour l'information. À côté de cela, tout à l'heure, j'étais en train de finir lorsqu'il m'a... Allez-y, finissez. Vous m'avez demandé qu'est-ce que nous faisons. Donc, nous avons d'abord la coordination. Ensuite, nous recueillons les déclarations de patrimoine. On va parler. Nous éduquons, nous sensibilisons et nous éduquons les populations. Nous investiguons lorsque nous recevons ces dénonciations-là et à la fin, nous transmettons. Mais il y a un élément qui est important qu'il faut que les 25 millions d'Ivoiriens le sachent. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance n'est pas un organe juridictionnel. Comprenez? Alors notre rôle, c'est ce que je viens de vous évoquer tout à l'heure et qui va rester plus dans le volet prévenir. Et l'élément clé qui aide à la prévention, c'est la déclaration de patrimoine. Et j'emboîte le pas. Il faut arriver à la déclaration d'intérêt. On va en parler quand on va s'intéresser dans pas très longtemps à la délinquance en col blanc. Monsieur Assali Tchemoko, vous avez publié récemment dans votre journal plusieurs articles à charge, il faut le dire, contre la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Où vous dites, je vous cite, que c'est une institution budgétivore entre absentéisme et conflit d'intérêts. Que leur reprochez-vous exactement? On n'a pas de reproches particuliers à faire. Avec un tel titre? Je vais vous expliquer. Je ne sais pas depuis combien de temps, monsieur le représentant est à la Haute Autorité là-bas. Mais je peux vous garantir que l'éléphant déchaîné a travaillé souvent sur les dossiers qui concernent la Haute Autorité de la bonne gouvernance. Notamment dans la question de la filière ANACAD, où une réforme de cette filière touchait à des intérêts de personnes qui étaient à la Haute Autorité de la bonne gouvernance. On a les éléments, on peut le prouver, qui protégeaient ces intérêts et n'étaient pas du tout en odeur de s'entendre avec la direction de la filière ANACAD, la Haute Autorité de la filière coton et ANACAD, ANACAD et coton. Et des courriers ont été faits demandant à la direction de la filière ANACAD de fermer pratiquement les yeux sur un certain nombre d'intérêts qui touchaient aux intérêts particuliers d'agents de la Haute Autorité de la bonne gouvernance. Nous avons travaillé sur la question. D'ailleurs, même au cours de cette enquête-là, nos bureaux ont été cambriolés. Et donc, nous savons que, il a dit, les structures sont mises en place avec un dispositif légal. Mais si vous n'avez pas la volonté politique de faire aboutir un processus, il n'aboutira pas. D'accord? Il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui dysfonctionnent à la Haute Autorité. Les premiers présidents qui ont été nommés n'ont pas vraiment été, j'allais dire, présents pour des raisons qu'on peut comprendre de santé. Et donc, il y a des intérims qui sont assumés là-bas, qui font que la structure ne fonctionne pas bien. Tout à l'heure, quand le docteur disait qu'une mécanique a été mise en place, ça fait 2 ans qu'elle ne sort pas. Il parlait de la Covid. Je ne vois pas vraiment l'impact de la Covid sur le travail de la Haute Autorité. Je vous le dirai tout à l'heure. Et tout à l'heure, il va peut-être nous expliquer. Et donc, nous savons que la structure ne fonctionne pas bien. Plusieurs éléments de l'éléphant déchaîné ont été envoyés à la Haute Autorité de la bonne gouvernance. Ça fait 4, 5, 6 ans. Il n'y a jamais eu un début d'enquête, ou bien même de chercher à retrouver les individus qui étaient concernés par ces choses. Et donc, effectivement... Les individus concernés, excusez-moi, sont internes à la Haute Autorité? Non, des individus... Ou dans d'autres dossiers externes, d'accord. On a donné les éléments. Il n'y a pas eu de suivi de leur part. Il n'y a jamais eu de réponse. D'accord. De leur part. Ils n'ont pas investigué, ils n'ont pas cherché à comprendre pourquoi l'argent a été détourné. On a des éléments qui peuvent le dire. Et donc, voilà pourquoi nous le faisons. Alors, je vais vous laisser répondre à ces accusations et rajouter une question. Si on doit se plaindre de vous, justement, à qui on se plaint? Conseil d'État. Vous avez toutes les institutions de l'État qui fonctionnent. Donc vous... Alors,
Alors, répondez aux accusations de M. Tiemoko. Je voudrais que nous soyons un peu plus constructifs. C'est l'institution. Sur l'institution, bien sûr. Non. Que vous représentez. Je ne vais pas faire de la polémique ici. Tout à l'heure, j'ai parlé de la Covid concernant l'élaboration de la stratégie, parce que, justement, nous sommes financés en partie par des bailleurs de fonds. Et la Covid a amené ces personnes-là à suspendre leur processus pendant une période. Ce n'est pas des choses qu'on vient raconter sur un plateau. Vous voyez, madame? Alors, ce que je dis toujours, lorsque vous avez ce genre de fait, il faut vous approcher de l'institution pour poser la question. Si vous ne posez pas la question, vous avez l'impression que les choses ne marchent pas. Ça, c'est la première réponse que je donne de façon très factuelle. Et les preuves sont encore là. Je ne vais pas citer le nom du bailleur, mais j'estime que lorsque des personnes qui décident de vous accompagner dans un processus, eux-mêmes sont un peu bloqués, vous êtes obligé de les suivre. Donc, le temps de recruter le consultant, ainsi de suite, c'est assez lourd. Mais au-delà de cela, un processus d'élaboration d'une stratégie, ça met du temps. Pour ceux qui en ont déjà fait. Oui. Il a dit tout à l'heure. Oui, je sais, oui. Voilà, ça c'est la première chose. Pour ce qui est des faits qu'évoque le DG je pense que nous avons des procédures. Et je voudrais m'arrêter là-dessus pour dire deux choses. La première chose, je l'ai dit d'entrée de jeu. Les médias sont un outil important pour la lutte contre la corruption. Il faut qu'ensemble, nous soyons capables de mener cette lutte-là. Parce que ce n'est pas une lutte qui appartient à la haute autorité seule ou quelqu'un d'autre. Alors, lorsque vous dites que vous avez envoyé des affaires, je suppose que vous les avez documentées, mais il y a un circuit à la haute autorité. Lorsque vous saisissez la haute autorité d'un acte, il y a un conseil qui se met en place, qui analyse et qui décide si les actes que vous avez sont des actes susceptibles d'être considérés comme des actes de corruption. Madame, il faudrait que les Ivoiriens comprennent quelque chose. Lorsque vous poursuivez, je parle sous le couvert de madame qui est avocate, la présomption d'innocence fait que vous êtes tenu de faire attention. Parce qu'une fois que vous lancez le processus, et lui il le disait tout à l'heure, ça peut durer 5 ans, ça peut durer 10 ans. Parce que ce sont des procédures qui sont longues et les éléments étant entendus du fait que c'est un pacte de corruption, la façon de déceler peut prendre du temps. Aujourd'hui, je pense que si le directeur général de Éléphant du Séné a encore ses preuves, il faut se rapprocher de la haute autorité pour connaître l'issue qui a été donnée à ces actes. Et il pourra les avoir. Mais maître, alors écoutez, pour poursuivre cet échange, voici un journaliste qui mène certes des enquêtes, mais ce ne sont que des enquêtes journalistiques. D'accord? Voici une haute autorité qui a la possibilité, la capacité de diligenter des enquêtes, qui a toutes ses attributions, mais qui nous dit que ses pouvoirs sont limités. Donc, bon, qui fait quoi? Alors, moi, j'ai entendu parler, c'est pas du tout pour accabler mon voisin, hein, mais je l'ai entendu parler de processus. Mais j'ai envie de poser une question. Alors, il a parlé de prévention, etc. Mais la loi prévoit, par exemple, que les membres de la haute autorité doivent faire une déclaration de patrimoine. J'ai envie de savoir, est-ce que cette déclaration de patrimoine a été faite? Normalement, c'est devant eux qu'on fait la déclaration, devant la haute autorité qu'on fait la déclaration de patrimoine, mais eux, ils sont tenus de faire la déclaration de patrimoine devant la Cour des comptes. Est-ce qu'il y a cet effort d'exemplarité-là qui a été fait? Et est-ce que les membres de la haute autorité ont fait leur déclaration de patrimoine auprès de la Cour des comptes? Je vous rassure, madame, ça a été fait. Parfait. Monsieur Achiao, qui est à côté de vous, a fait sa déclaration. C'est parfait. Vous avez la capacité d'aller vérifier. Dans ces conditions-là, je pense que ça va simplifier la tâche au DG de l'éléphant déchaîné qui va pouvoir aller... des éléments factuels. Voilà. Vous allez renvoyer les documents, les dossiers que vous avez déjà envoyés à 5-6 ans? On ne peut pas ramener des éléments qui ont duré 5-6 ans. Les acteurs ne sont même pas présents encore. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que le journaliste n'est pas un gendarme, il n'est pas un policier, il n'est pas un magistrat. Hein, quelqu'un a dit, le journaliste, il lève le lièvre et c'est aux structures publiques de poursuivre le lièvre et de l'attraper. Quand un journaliste investigue avec des éléments factuels, authentiques, qui démontrent que des acteurs publics se trouvant dans tel service public, dans tel ministère, ont, par des mécanismes de corruption, bénéficié de tels avantages, et voilà les preuves, voilà les sommes qu'ils ont détournées par rapport à ces actes-là, et que la haute autorité dit que c'est vrai que la présomption d'innocence est un droit constitutionnel, mais des éléments qui permettent de dire que ça sont des actes avérés, puisque le journaliste a interrogé les acteurs qui n'ont pas été en mesure de répondre à la question. Vous avez des éléments qui permettent quand même d'interroger ces acteurs. Toute la problématique que vous posez, le process qui peut prendre 2-3 ans, fait que finalement le lièvre, il s'enfuit, on ne peut plus l'attraper. Vous comprenez? Quand on fait l'enquête sur les véhicules non dédouanés, vous savez que ça a coûté près de 100 milliards à l'État de Côte d'Ivoire, cette fraude-là.
Les acteurs que nous sommes en tant que journalistes, on a dû quitter le pays pour aller faire le reste de l'enquête hors du pays. Par rapport aux menaces. Et quand on envoie les éléments à la haute autorité, et que par derrière on ne voit pas les magistrats réagir parce que la haute autorité n'a pas saisi les magistrats, le journaliste, il est en danger et au final, il laisse tomber. Voilà, donc les structures publiques... Madame, je voudrais vraiment qu'on avance, messieurs, dans le débat. Juste une information. Voilà. Juste une information. Rapidement, parce qu'il faut vraiment qu'on avance. C'est le lieu de donner des informations. Allez-y. Vous voyez, lorsque vous saisissez la haute autorité d'un acte que vous pensez qui est susceptible d'être un acte de corruption, je vous ai dit, il y a un mécanisme en interne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une procédure qui est documentée, qui vous dit le trajet, le circuit de cette dénonciation. Alors, une fois que cela est fait, la haute autorité ne peut pas se permettre, et cela est écrit dans l'ordonnance, de classer l'affaire. Et ça, c'est pour votre gouvernement. Ce n'est pas possible. Avant de classer l'affaire, nous sommes tenus d'informer le procureur pour lui dire voici les raisons pour lesquelles nous classons, et il en prend note. Donc, je veux dire... Donc, vous nous dites que c'est le procureur qui n'a pas poursuivi? Non, je n'ai jamais dit cela, madame. Ah ben, si vous êtes à l'obligation de le faire... Je suis en train de finir, madame. Si vous me laissez finir, vous verrez de quoi je parle. On est là aussi pour vous poser des questions. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est que nous n'avons pas... Et les faits dont monsieur parle, je n'ai pas connaissance de ces faits puisque je ne suis pas aux investigations. Mais ce que je dis, j'explique le circuit pour dire que nous ne pouvons pas classer une affaire dont nous sommes saisis de façon volontaire. Nous sommes tenus d'en informer le procureur pour lui dire les éléments ne sont pas suffisants pour... Il peut estimer, à tort ou à raison, que les documents nécessitent un nouvel réexamen. Ça, un nouveau réexamen à sa place. Alors, dernier, entre guillemets, passe d'armes entre vous deux, parce que vous l'avez dit aussi dans un des articles que vous avez publié, en tout cas l'un de vos collaborateurs du L'éléphant indéchaîné, que depuis vos récentes enquêtes, vous avez été, on va dire, la haute autorité a diligenté des enquêtes sur vous en tant que votre qualité de maire de Tiasalé ou autre. Est-ce vrai? On tentait. On tentait? On tentait. Justement parce que j'ai fait cet affrontement avec des agents de la haute autorité. Parce que je les soupçonnais de vouloir faire du trafic d'influence sur des acteurs publics. En ayant des informations qu'ils ne veulent pas exploiter, attendant que ces acteurs-là réagissent avant de faire. Alors, c'est quoi le problème? Je suis élu maire, je suis élu député. La loi m'oblige à faire une déclaration de mes biens. Alors, en tant que journaliste, je m'avais retiré la pochette pour faire la déclaration. Et je me dis, j'ai des soupçons que les acteurs de la haute autorité font du trafic d'influence sur des acteurs qui ne déclarent pas leurs biens. Et donc, je conserve la déclaration pour voir comment ils vont réagir. Et quand j'ai fait l'enquête, quand j'ai fait la publication sur la corruption dans laquelle j'indexe la haute autorité, comme étant une structure dont des agents sont dans des conflits d'intérêts avec des structures privées, des acteurs à l'interne de la haute autorité donnent instruction à des agents du service d'investigation d'enquêter sur le journaliste que je suis et de vérifier si je n'ai pas des choses à cacher. Donc ça confirme qu'il y a des pratiques de trafic d'influence à la haute autorité de la bonne gouvernance et donc pour amener des gens à se taire, des journalistes à se taire et à ne pas donner... Donc la haute autorité peut être un instrument de pression... Ah oui, ça peut être utilisé. Vous voulez réagir et vous allez répondre. C'est la même chose sur le patrimoine. Ce n'est pas que je fais un reproche, mais c'est un constat. L'article 54 est clair. Soit vous faites une mauvaise déclaration, soit vous ne déclarez pas. Et il y a un délai dans lequel, quand vous prenez fonction ou quand vous êtes nommé, je crois que c'est 3 mois avant, 3 mois après. En plus, la loi va plus loin pour dire que même le président de la haute autorité, j'ai la loi ici, la 660, mission et attribution, article 4, alinéa 17, la haute autorité peut aller même saisir le procureur de la République près de la juridiction compétente. Madame, ça, c'est un communiqué du président de la haute autorité pour la bonne gouvernance qui appelle tous les partis politiques de Côte d'Ivoire depuis 2017 qui ont obtenu des financements publics à déposer auprès de la Cour des comptes de Côte d'Ivoire avant le 31 mars de chaque année leur déclaration. Non seulement ils ne l'ont pas fait, Civis Côte d'Ivoire a lancé depuis un moment un projet relatif aux obligations des personnes dépositaires de l'autorité publique. Quand nous avons appelé au 7e secrétaire général au DAF d'un parti politique, il n'est même pas informé. Je vous dis bien, il n'est même pas informé de la loi qu'utilisant des biens publics, il avait une obligation
de rendre compte. Donc, on revient toujours au problème d'abord de la sensibilisation, même si on dit nul n'est censé ignorer la loi, maître, c'est bien cela, mais on revient encore au problème de la sensibilisation et on revient toujours à la possibilité. Moi, je pense, maître pourra me le dire, cet article 5, l'alinéa 17, des citoyens peuvent s'auto-saisir comme partie civile et conférer ou déférer le président de la haute autorité au niveau du Conseil d'État. Donc on attend quelques avocats pour nous aider à le faire. On va parler des solutions, mais restons sur cette idée de la délinquance en col blanc. Beaucoup de choses ont été dites, j'entends. Est-ce qu'on peut quand même... Non, vous allez répondre. Mais je veux que, pour longer ces propos, vous nous dites finalement qu'il y a un problème de connaissance des textes. Vous nous dites que nul n'est censé ignorer la loi, mais est-ce que finalement aussi certains ne sont pas au-dessus des lois? On va parler des partis politiques, hein, parce qu'on va s'intéresser à la délinquance en col blanc et leur financement qui a créé beaucoup de problèmes et de remous dans différents pays. Qu'en est-il en Côte d'Ivoire? Et donnez-nous une définition de la délinquance en col blanc. Alors, la délinquance en col blanc, si vous voulez, c'est la délinquance qui va intéresser des personnes qui sont, pour résumer, on va dire, aux responsabilités. Donc des acteurs publics, des responsables politiques, mais aussi des directeurs de grandes sociétés ou de sociétés tout court. Donc la délinquance en col blanc, c'est celle qui va toucher au domaine des affaires, du droit des sociétés. Ça va être la délinquance qui va concerner, par exemple, les infractions qui vont toucher le monde des entreprises. Vous avez... les grands patrons. Les grands patrons, exactement. Et la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un texte qui permet la répression même des personnes morales, c'est-à-dire que les sociétés aujourd'hui engagent leurs responsabilités pénales lorsque des infractions sont commises. Mais comme une société on ne peut pas la toucher, eh bien c'est le dirigeant qui va engager sa responsabilité et en cas de sanction, c'est lui qui endossera la sanction pour la société qu'il dirige. Sachant que les partis politiques, excusez-moi de vous couper, là encore, c'est une société... Ce sont des associations. Ce sont des associations, d'accord. Voilà. Et donc, la délinquance en col blanc. Mais vous utilisez, pour reprendre l'exemple des partis politiques, vous utilisez des deniers publics dans le cadre de votre financement. La moindre des choses, ce serait de rendre compte de l'utilisation de ces fonds. Mais j'ai envie de dire que ça participe ou ça illustre, si vous voulez, un peu... Je vais être méchante, mais je vais dire un laisser-aller généralisé. Et ça pose encore la question de l'exemplarité. Donc si au niveau des instances dirigeantes, des partis politiques qui prétendent gouverner aux destinées de la nation, les choses ne sont pas prises au sérieux, des gens qui ne sont pas capables de vous rendre compte des fonds que vous leur donnez pour leur fonctionnement, comment est-ce qu'ils vont gérer l'État quand ils vont arriver aux affaires? Eh bien, il n'a qu'à regarder les 30 dernières années de gestion de tous les partis politiques de Côte d'Ivoire qui ont été aux affaires. Malheureusement, tous les gouvernements, en tout cas tous les moments de gouvernance ont été émaillés par des affaires. Donc, il y a lieu, je pense, de donner l'exemple parce que c'est vrai qu'il faut taper sur les gens, etc. Mais il faut donner d'abord l'exemple. Donc, on en revient à la question de la prévention. Si on n'est pas capable de sanctionner des gens qui prennent de l'argent public pour leur fonctionnement ou des gens à qui on confie une responsabilité de diriger une entreprise publique ou encore des gens à qui on confie un département ministériel, voire même la chose publique, donc l'État, je pense qu'il y a un souci et c'est notre responsabilité à tous en tant que citoyens de pouvoir parler de ces choses-là. Oui. Oui. Alors, ce qu'elle dit, ce que Maître dit est d'autant plus important que on sait tous les effets de la corruption sur le développement d'un pays. La corruption fragilise la confiance des populations dans la structure publique. Vous voyez, on parle des partis politiques. Vous avez des acteurs comme les élus municipaux qui sont souvent l'objet d'inspection, couramment de la part de l'inspection des finances, et qui contrôlent les élus locaux. Mais les partis politiques, eux, sont comme dans une sorte de no man's land, où eux n'ont aucun compte à rendre. Ils reçoivent entre 300 et 800 millions annuellement. Alors, on a des sommes précises sur les partis. Je vous donne un exemple. On a des sommes précises. Et ils ont entre 300 et 800 millions, les partis politiques. C'est dans la loi. Et donc, ils ne rendent aucun compte. Ils ne déposent aucun document à la Cour des comptes. Première chose. Deuxième chose, je vais vous donner un exemple concret du dysfonctionnement des structures qui ont en charge la lutte contre la mauvaise gouvernance. Quand je suis élu et que j'arrive à la vérité salée, je découvre que mon prédécesseur m'a laissé une dette de 500 millions. Dont une partie en fonctionnement. Pour un élu qui a un budget de moins d'1 milliard, une dette de 500 millions, ça prend tout le mandat. Et donc, je demande à l'inspection générale d'État
Je la saisis par courrier pour lui demander de me faire l'audit de la dette. Pour que, comme le président l'a dit, je paye la bonne dette et la bonne dépense. Parce que j'estime que sur ces 500 millions, il y a au moins 400 millions qui sont fictifs. Je saisis la haute autorité, l'inspection générale d'État. Ils me font appeler, ils me reçoivent. Et ils me disent que l'audit ne peut se faire parce que c'est politiquement sensible. Ça veut dire quoi, ça? Je dis, ça veut dire quoi? Mais parce que l'élu qui est parti avant moi était un élu d'un parti politique. Et donc, lui, il est au-dessus des lois, donc on ne peut pas auditer sa gestion. Mais je me retrouve à payer 200 millions pratiquement annuellement de dettes que les gens refusent d'auditer et on me contraint à les rembourser. Comment vous voulez qu'on fasse le développement local si l'argent public qui est dépensé ne peut pas être retracé et récupéré? Et c'est l'IGE qui refuse de faire l'audit. Alors, je veux des chiffres précis sur les partis actuellement en Côte d'Ivoire, RHDP, FPI, PDCI. Que sait-on de leur fonctionnement et de l'argent, de cet argent qu'ils utilisent? En fait, nous, on a une posture constructive et en toute honnêteté, j'ai les chiffres, je ne vais pas les adosser par rapport aux partis politiques. Que sait-on? Non. On a dit un chiffre, 800 millions, vous tapez tout de suite Google, parti politique, financement, 800 millions, ça vous sort le nom du parti. Je pense que... Mais vous avez dit, c'est vous qui avez initié ce débat, vous avez dit qu'aucun de ces partis... Il y a 3 grands partis. Aucun de ces partis n'a produit un document aujourd'hui relativement à sa gestion. Alors, madame, ce que nous faisons, nous, en tant que haute autorité, nous demandons à la Cour des comptes de... Quelle est la situation? Parce que c'est lui qui est le juge des élections. Vous voyez, non? Et donc, nous appelons tous ces partis-là à le faire. Et cela est prévu dans l'ordonnance. Absolument. C'est du financement, c'est de l'argent public. Il faut qu'ils rendent compte de ce qu'ils ont reçu. Et la haute autorité, ce n'est pas elle qui est le juge mais demande que ces personnes aillent faire leur exercice auprès de la Cour des comptes. Vous ne pouvez pas les contraindre? Ce n'est pas prévu dans nos textes. Administrativement. Voyez, non. Donc, nous ne faisons que... parce que nous pensons qu'un tel acte est susceptible de... Mais vous voyez, madame, pour revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure, la question de la corruption est une question suffisamment grave pour qu'on dise des choses de façon aussi simple. Ce n'est pas aussi simple que vous le pensiez. Nous avons mis des dispositifs en place. Nous sommes obligés de les éprouver. Monsieur Assalé vient de dire quelque chose. Vous êtes un élu. La loi vous fait obligation de déclarer votre patrimoine dans le mois qui suit votre élection. Il n'y a pas de demi-mesure là-dessus. Quand vous voulez donner l'exemple, qu'est-ce que vous faites? Vous déclarez votre patrimoine. La haute autorité n'a pas besoin de vous appeler, encore moins de mettre une pression quelconque sur vous. Si vous pensez que dans les habits dans lesquels vous êtes tenu de faire cela. Après toutes ces supputations, j'estime qu'à un moment, soyons tous responsables. Et c'est le thème que vous abordez. Soyons tous responsables. Parce qu'à la fin, nous sommes tous victimes. Quand il n'y a pas de développement, c'est toute la Côte d'Ivoire qui en pâtit. Alors, pour rester sur les vacances en col blanc, on assiste à une série d'audits en cours actuellement dans le pays qui concerne plusieurs établissements publics avec à leur tête des directeurs généraux. Vous n'êtes pas à l'initiative de ces audits. Déjà, c'est une initiative du gouvernement. Comment comprendre aussi que le gouvernement ne soit pas passé par votre institution? Est-ce que ça ne la discrédite pas, finalement? Non, madame. Non. Rassurez-vous. Non. Nous avons un dispositif institutionnel qui fait intervenir plusieurs structures. La haute autorité. Vous savez, lutter contre la corruption, c'est un filet qu'on lance. Il faut resserrer les mailles. La haute autorité a un rôle bien précis. Mais les autres institutions contribuent également à la lutte contre la corruption. Vous avez cité l'inspection générale d'État, vous avez cité l'inspection générale des finances. Toutes ces structures travaillent dans le même objectif, c'est contribuer à la promotion de la bonne gouvernance. J'entends, mais vous comprendrez que pour l'individu lambda, ou dans la population, on peut entendre et lire même des fois dans les écrits que le fait que ce soit l'initiative du gouvernement, ça peut être perçu, à tort ou à raison, comme, on va dire que ces actions ont une connotation politique et pas purement économique. Est-ce que le fait qu'on ne passe pas par cette institution qui se veut indépendante ne peut pas biaiser l'action menée par le gouvernement pour lutter contre... Vous rassurez, la haute autorité est un organe anticorruption. C'est ce que ça veut dire? Lorsque vous parlez d'audit, vous n'êtes pas encore en train de parler de corruption. Vous voulez qu'on saisisse de quoi? Donc, vous voyez, il faut rétablir les choses dans leur contexte. Nous avons des missions, nous sommes des agents... Il y a quand même deux personnes qui ont été... Il y a quand même 2 personnes qui ont été démis de leur fonction. Oui, mais dans quel cas?
Avec des sommes... Bon, donc, non, pour finir, juste pour finir, non, le débat est intéressant et je pense que nous pouvons continuer. Mais profitons pour informer les Ivoiriens, parce que c'est ça qui est important. Tout à fait. Alors, la question que je suis en train d'en droit à laquelle je répondrai, c'est de dire, il y a des soupçons d'une structure de l'État qui estime qu'il y a des personnes qui se sont données, je dis en guillemets, à des actes de... On les suspend, qui est une mesure administrative. La haute autorité ne peut pas suspendre des agents. Et commandite des audits pour savoir ce qu'il en est. La haute autorité dans sa posture pour dire, nous attendons de voir si nous avons des échos d'actes susceptibles de constituer des actes de corruption, nous nous en saisissons. Parce que nous avons l'autosaisine pour nous, madame. Et donc, voici un peu comment cela fonctionne. Sinon, ce que nous allons faire, nous allons nous marcher les uns sur les autres. C'est une synergie d'action. Nous appellerons l'inspection générale d'État, l'inspection générale des finances. Ce n'est pas ici que je viendrai dire ce qui se passe, mais nous saurons qui a commandité, qu'est-ce qui s'est passé, et puis nous attendons. Quand vous prenez l'article 53 de cette ordonnance, il est précisé dedans que toutes les structures de l'État sont tenues de nous transmettre à notre demande les conclusions des rapports qu'ils font, d'audit, de supervision, ainsi de suite. Donc les rapports vont venir in fine dans vos services. Si nous le demandons, nous les aurons. Et vous allez le demander? Je ne sais pas à moi de prendre la décision. En fait, allez-y. Alors, ce que je voulais dire, c'est que sur la question des audits qui ont cours en ce moment dans la structure publique, j'allais dire que ce sont des actions, pour moi, spectaculaires, qui n'ont pas une grande efficacité dans le temps. Parce que là, il s'agit de questions de soupçons, de mauvaise gouvernance. Ce n'est pas vraiment la corruption telle que définie par ce qu'on vient de voir. Je vous donne des exemples. En 2018, l'OSER a fait une étude qui a révélé que sur 600 000 véhicules qui roulent à Abidjan, moins de 140 000 avaient une visite technique. Et le préjudice pour l'État était près de 20 milliards par an. Mais comment près de 400 000 voitures peuvent circuler à Abidjan devant les forces de l'ordre et n'ont pas de visite technique? Et ça coûte 20 milliards annuellement à l'État de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, prenez, nous sommes 2 ans plus tard, le nombre de véhicules en circulation qui n'ont pas de visite technique diminue d'année en année. Parce que le système de corruption sur les routes est tel que les citoyens sont arrivés à la conclusion que ça ne sert même plus à rien de faire une visite technique, parce que quels que soient les papiers que vous allez avoir, les forces de l'ordre trouveront toujours un élément pour vous stocker de l'argent. Alors, quand il n'y a pas de sanctions par rapport à ça, on crée un système dans lequel personne ne veut changer, parce qu'on se dit, au-dessus, voilà le cas des partis politiques, qui gèrent les ressources publiques, au moins 800 millions par an, donc sur un mandat de 5 ans, c'est près de 4 milliards qu'on leur donne, qu'ils utilisent sans rendre compte à aucun Ivoirien, et puis on parle de lutte contre la corruption. Et eux? Alors, vous me permettez de faire cette transition avec ce qu'on va appeler la corruption au quotidien. Finalement, on va laisser la délinquance en col blanc pour parler des fonctionnaires et du secteur privé, parce qu'on a l'impression qu'on associe souvent aussi la corruption à l'abus d'une fonction publique pour un profit personnel, vous le disiez. Mais la corruption ne concerne pas que le secteur public. Comment expliquez-vous cette perception, on va dire, restrictive que les gens ont? En fait, c'est ce que j'ai dit d'entame, que dès que le micro-trottoir et les études s'adressent très souvent aux citoyens lambda en général. Parce que vous savez que les citoyens sont des détenteurs de droits et les autorités sont des débiteurs d'obligations. Les deux mots veulent dire que, selon la grande théorie de Jean-Jacques Rousseau, à un moment donné de la vie publique, tous les citoyens donnaient leur pouvoir à ce qu'on appelle l'État. Et tous les citoyens cotisent pour mettre dans la cagnotte qui s'appelle l'impôt et tout. Et tous les citoyens élisent un parmi eux qu'ils trouvent meilleur. Et par délai de 5 ans, 7 ans dans certains pays, on lui dit, voilà la cagnotte, vous gérez pour nous. Donc, toutes les grandes études, en général, vont dire, ces études, ils vont catégoriser socio-démographiques, le nombre de femmes, le nombre de personnes. Mais en général, les points focaux, on donne dans la rue. Tout à l'heure, vous avez fait un micro-trottoir. Or, le citoyen lambda, quand il quitte chez lui, qu'il ait une voiture ou qu'il prenne le transport en commun, premier contact, c'est l'agent des forces de police. Vous voyez? Donc, dans les études, ça va passer en premier. Ensuite, il va à l'hôpital. Ensuite, il va à l'école. Donc, c'est un peu de tout cela. Moi, nous, on pense que tout ce qui se passe aujourd'hui
une grande partie, c'est l'information. J'ai fait une petite enquête en allant sur les collectivités territoriales, les districts, les régions, les municipalités. Nous avons fouillé depuis 6 mois sur leur site Internet. Ils ont des obligations légales, ils ont des obligations réglementaires. Aucun d'entre eux n'a publié un seul budget. Conséquence, monsieur vient pour prendre la mairie, une dette. Ils ont une obligation, avant on disait afficher, maintenant c'est les sites Internet. Par exemple, madame, depuis sur ce plateau, si quelqu'un l'a déjà vu, dans aucune mairie de Côte d'Ivoire, en tout cas depuis que je suis né, je n'ai jamais vu qu'on ait publié comment on embauche les gens. C'est une obligation de publier comment on embauche les gens dans les mairies. Les citoyens ivoiriens doivent le savoir. Par exemple, je vais plus loin, le patrimoine de la mairie, le patrimoine du ministère, le patrimoine de la haute autorité. Les gens, aujourd'hui, nous avons vu à la télévision un certain parti politique qui n'est plus en odeur de sainteté. Les gens sont allés récupérer les Mercedes à la maison. Mais ça, c'est un cas parmi 1000. Si une collectivité territoriale, si un ministère, quand nous demandons la liste du patrimoine mobilier et immobilier, nous ne pouvons pas l'avoir, mais c'est normal que le maire parte avec les véhicules. Vous comprenez? Donc, toute cette grande ou petite délinquance qui touche, ne serait-ce que la masse salariale, comment on embauche et tout cela, c'est des éléments, si on ne les publie pas pendant le mandat, à la fin du mandat, il est trop tard. Alors, maître, est-ce que la corruption a un caractère aggravant lorsqu'elle concerne justement les deniers publics? Je ne parle pas juste de l'aspect moral, hein, le fait que ce soit notre argent à tous, puisqu'on voit qu'on cible beaucoup plus le secteur public que le secteur privé, qui pourtant est aussi corrompu à des moments. Oui, mais j'ai envie de dire que c'est plutôt parce qu'on touche aux deniers publics, on touche à l'argent public. Donc c'est d'autant plus... Le miroir est un peu grossissant, la loupe est un peu plus portée, comme l'a dit Dr Kwame, sur les agents, par exemple, des forces de l'ordre ou les agents de santé, parce que ce sont ceux au contact desquels on est le plus fréquemment et malheureusement, ça jette un peu l'opprobre sur certaines corporations. Mais j'ai envie de dire qu'il ne faut pas généraliser et qu'il y a aussi du bon dans ces différentes corporations. Cela étant dit, effectivement, vous avez raison, le secteur privé est aussi touché par la corruption, dans la mesure où il s'agit, comme l'a rappelé M. Achiaou, de procurer un avantage, ou d'obtenir de l'agent ou de la personne qu'on a en face de soi un avantage ou une abstention pour être avantagé. Si vous voulez, pour moi, hein, la corruption, ça va induire un déséquilibre, quelle que soit la situation dans laquelle on est. Déséquilibre de chance pour l'individu lambda. Que ce soit dans l'accès, par exemple, au concours de la fonction publique. La corruption induit un déséquilibre. Et ça pose la question des valeurs qu'on veut véhiculer. Quelles sont les valeurs qu'on veut dans notre société, dans la société ivoirienne? Quelles sont les valeurs? Quelle est l'échelle sur laquelle on va évaluer les individus? Quand vous allez à un concours de la fonction publique et que malheureusement il y en a qui ont à débourser de l'argent pour être avantagés, mais pas uniquement un concours de la fonction publique, il y a d'autres examens où malheureusement l'argent rentre en ligne de compte. Et ça crée un déséquilibre dans la mesure où l'élève ou le candidat méritant qui a travaillé mais qui n'a pas les moyens de payer va être désavantagé par rapport au candidat moins méritant mais qui a les moyens de payer. Donc l'argent devient le baromètre là où le mérite devrait être. Mais est-ce que ça ne pose pas même la question de l'incompétence après? Puisque quelqu'un qui achète son diplôme, on peut s'interroger sur ses véritables compétences. Malheureusement. Je vais vous laisser donner la parole en posant une question. Vous avez accusé les lauréats du CAFOP 2014 pour beaucoup d'avoir triché. Déjà, de quelles preuves disposez-vous pour porter de telles accusations Monsieur Assalé Tchekou. Avant de répondre à vos questions, je voudrais dire à Dr Kwame que ce qu'il dit est vrai par rapport aux collectivités, comme la question que vous avez posée, c'est sommes-nous tous coupables? Effectivement, comme je l'ai fait une question la dernière fois pour dire, la société de corruption. Tous les acteurs, autant que nous sommes, un jour ou l'autre, on a été confrontés à un acte de corruption. Beaucoup de citoyens se le font. Les collectivités, en tout cas chez nous, on fait des efforts. Et aujourd'hui, par rapport au budget participatif, notre budget est, dans une certaine mesure, la composition de la traduction de l'esprit des populations, qui eux-mêmes choisissent les projets à financer. Et en plus, chaque 6 mois, on rend compte et on publie nos états financiers et on donne tous les documents aux collectivités. Docteur Kwame, donc vous pouvez maintenant venir auprès de nous. Les éléments sont disponibles. Les populations, par rapport à leur décomposition, ont tous les éléments. Première chose. Deuxième chose, le CAFOP. Oui.
Et ça nous ramène à l'éducation, au concours en général. Mais c'est un secret de polichinelle qu'aujourd'hui, le niveau des acteurs de l'enseignement, pour beaucoup, laisse à désirer. On a des faits qu'on peut documenter, qui peut remplir un livre, qui ont même valeur d'anecdotes, d'enseignants incapables de lire une phrase correcte au tableau. Il y a des rapports d'inspection auxquels on a accès. La dernière fois, j'ai publié le rapport de l'Adrène d'Odjiné, qui s'inquiétait de ce que les acteurs de l'enseignement qu'on leur a envoyés étaient incapables de faire une phrase correcte. Des gens qu'on a mis dans les classes pour enseigner des enfants. Comment pouvez-vous expliquer cela? Ça veut dire que le système de recrutement lui-même est tellement sclérosé qu'il a ouvert les failles et des gens qui n'ont pas le niveau par rapport à des systèmes qui ont utilisé de l'argent sont devenus des enseignants. Et donc, nous demandons qu'on estime cela. Alors, la promotion dont vous parlez, en 2014, oui. Nous avons travaillé sur cette promotion. Parce qu'il y a des éléments de cette promotion qui, la plupart sont des universitaires, hein, mais ils ne viennent pas passer le concours avec les bac plus 3, bac plus 4. C'est par rapport au BPC ou bien au bac qu'ils passent le concours. Et on sait tous que le système, il est corrompu et que la preuve est qu'il y a des acteurs sur le terrain, enseignants, qui sont incapables de faire une phrase correcte. Mais il n'y a pas que ça. Même les acteurs politiques que nous sommes. Mais quand on fait les campagnes électorales, mais vous êtes submergés par la capacité de vos adversaires à déverser des ressources. Donc vous vous demandez, mais comment ils font pour avoir cet argent-là? Et quand vous regardez par derrière, c'est des fonctionnaires qui font ça. Voilà un problème. Quand on prend le système judiciaire, c'est-à-dire que moi j'ai passé un moment en prison, il y a des acteurs que j'ai connus, des avocats et consorts. Vous savez qu'il y a des magistrats, il ne faut pas les oublier aussi, qui osent appeler des parties au procès pour leur dire, vous dépensez des millions pour payer un avocat, c'est moi qui décide. Demandez aux avocats, ils vont vous faire des témoignages. Donc, dans tous les secteurs d'activité, oui. Il y a cette perception-là. Des brebis galeuses. Des brebis galeuses, pas tous, mais il y a des brebis galeuses. Mais est-ce que vous craignez dont l'action est au-dessus de ceux qui travaillent correctement. Mais est-ce que vous ne craignez pas, des fois, justement, de jeter l'opprobre sur tout un secteur de comment est-ce qu'on peut jeter l'opprobre sur toute une corporation quand on indexe une partie des acteurs? Alors, je pense que les gens n'ont pas à s'offusquer. Mais beaucoup se sont offusqués sur le... Mais justement parce que nous pensons que ceux qui s'offusquent le plus, c'est ceux qui ont des choses à se reprocher. C'est ce que nous pensons. Alors... Restons dans cette veine, parce que vous parlez de tous ces métiers, mais parlons de nous un peu, M. Tsemokoa Saleh. Parlons des journalistes. Mais je n'ai pas fini, j'allais vous dire. Parlons des journalistes. Est-ce qu'ils sont exempts de tout reproche? Non, parce qu'il y a une pratique... Nous ne sommes pas exempts. Non, je vais demander aux juristes de nous dire quelque chose. Parce qu'il y a une pratique que l'on voit qui est vraiment, excusez, hein, qui est courante. C'est-à-dire que les gens vont faire des reportages, vont faire des interviews, et... ils se retrouvent à accepter des sommes d'argent, même s'ils ne les ont pas demandées à l'origine. Déjà, vous allez nous dire juridiquement, est-ce qu'on est face à de la corruption? Est-ce qu'on doit accepter une somme d'argent quand on n'a pas un lien de subordination hiérarchique, quand on n'a pas, on ne vient pas pour une prestation qui nous lie à un contrat par rapport à ce tiers? Est-ce de la corruption? Alors, c'est aux médias que vous posez la question, mais ça va... Non, sur le plan juridique. Vous allez nous dire la pratique sur le terrain. Alors, voilà, je pose aux deux. Non, alors sur le plan juridique, c'est intéressant parce que on a établi au début qu'on n'avait pas vraiment une définition précise. Mais en matière pénale, quand vous avez une infraction, il y a 3 éléments qu'il faut que vous puissiez établir pour estimer que l'infraction est constituée. Il y a l'élément légal, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un texte. Ensuite, il y a l'élément moral, c'est-à-dire l'état d'esprit dans lequel se trouve la personne qui commet l'infraction. Est-ce qu'elle a voulu l'infraction? On appelle ça aussi l'élément intentionnel. Et enfin, vous avez l'élément matériel, c'est-à-dire les actes ou l'abstention qui caractérisent l'infraction. Mais c'est intéressant parce que vous pointez quelque chose qu'on appelle communément peut-être des pourboires. Quel est l'état d'esprit de la personne qui donne... On appelle ça per diem. Des per diem, bon. De la personne qui donne et de la personne qui reçoit. Est-ce que tant la personne qui donne que la personne qui reçoit ont le sentiment d'être dans des faits de corruption? Par exemple, vous allez dans une administration et puis on vous sert particulièrement rapidement. L'agent est tellement diligent, il vous rend le service, vraiment vous recevez votre dossier et puis à la fin, vous donnez 2000 francs. Vous donnez 2000 francs, pourquoi? C'est un cadeau. C'est un cadeau. Donc c'est sous le coup de la loi? Comment? C'est sous le coup de la loi. C'est interdit. Mais vous qui donnez l'argent, parce que non, c'est intéressant.
C'est intéressant pour la personne qui va donner cet argent, qui va dire non, mais moi j'ai juste voulu récompenser sa diligence, le fait qu'il a été serviable, le fait qu'elle ait été vraiment agréable, etc. J'ai donné 2000 francs. Mais on parle souvent même de transport. On a l'impression que c'est une règle coutumière non écrite. Partout où on va, c'est le déjeuner, vous payez etc. votre transport. Ça aussi, c'est sous le coup de la loi. Mais c'est concrètement. Est-ce que les citoyens ont le sentiment ou la conscience d'être en train de corrompre ou d'être en train d'être corrompu? Parce que c'est des deux côtés. Hein. Vous avez la corruption active, ou selon qu'on se place du côté de celui qui va venir corrompre, ou celui qui est corrompu. Dans ce cas-là, on va parler de corruption. Pour être très concret, dans ces cas-là, qui est coupable? C'est-à-dire celui qui donne l'argent, celui qui le reçoit? Les deux peuvent être incriminés. Mais maintenant, moi je suis avocat, hein, on va venir discuter sur, au moment où je fais ce que j'ai fait, dans quel état d'esprit je me retrouve? Quel est l'élément intentionnel? L'élément moral. Est-ce que moi, j'ai le sentiment d'avoir corrompu? Non, j'ai juste voulu la récompenser. C'est un cadeau, c'est interdit. Alors, c'est là qu'on en revient, comme le disait Dr Kwame, au titre de la société civile, sur la question de la sensibilisation, de la vulgarisation des textes qu'on a déjà, et sur la question aussi des pratiques qu'il faut peut-être... sur lesquels il faut jeter un éclairage et puis les arrêter. Messieurs, je vous laisse tous répondre, hein, et vous aussi, madame, si vous le souhaitez. Tout à l'heure, on parlait de la délinquance en col blanc qui concerne des sommes astronomiques, des grands patrons avec des salaires, peut-être des hommes politiques aussi avec, on va dire, une certaine aisance dans la vie. Là, on parle quand même de fonctionnaires, on parle du secteur privé, de journalistes, dont on sait que les salaires sont relativement bas, notamment dans la capitale économique ivoirienne. Quelqu'un qui peut vivre avec ce type de salaire? Est-ce que avec ces salaires aussi bas, on ne cherche pas à excuser quiconque, hein, mais avec des salaires aussi bas, est-ce qu'on ne rend pas tous les Ivoiriens quasi corruptibles? Vraiment, Hifouet-Boigny disait que l'homme qui a le ventre vide n'est pas libre. Qu'en pensez-vous? Est-ce que là aussi, on ne participe pas à inciter les gens à les tenter à être corrompus? Non, madame, c'est-à-dire que sur la question, moi, je préfère me lancer. Allez-y. Je vais vous le dire. La question du salaire, de la rémunération, c'est oui et non. Mais non d'abord, parce que les valeurs morales, l'intégrité, je veux dire, la pauvreté, ce n'est pas une malédiction, madame. Il faut que les gens le comprennent. Aujourd'hui, notre société a mal, tout simplement parce que la relation que les individus ont avec l'argent pose un problème. Et ça, c'est une question qu'il faut régler. Pour la haute autorité, cette question passe par l'éducation. La direction que j'ai entendu beaucoup parler de questions de sensibilisation, je veux vous dire, chacun d'entre nous est un sensibiliseur, un éducateur potentiel. Et la loi lui fait obligation de le faire. Aussi bien la société civile. Il est facile de le dire, mais qu'est-ce que la société civile a fait en termes de sensibilisation? C'est leur rôle. Vous prenez les dispositions de la loi, c'est écrit là-dedans. Vous prenez les médias, c'est leur rôle. L'invite que nous faisons aujourd'hui ici, c'est que tout le monde nous rejoigne sur la question de la sensibilisation. Mais mieux, depuis 2015, que la haute autorité a démarré la campagne de vulgarisation. Tous les groupes ont été visités, à commencer par les médias, la société civile, pour leur présenter le plan de déploiement de la sensibilisation sur l'ensemble du territoire. Monsieur Christophe Kwame était présent. Je pense que vos représentants étaient là. Donc tout le monde a bénéficié de cette information. Et après cela, nous avons continué. Quelquefois, nous sommes partis avec la société civile. Mais quel est le relais? Quelle est l'action que la société civile, les autres acteurs font en matière d'éducation? Parce que la question est beaucoup plus complexe que cela. Aujourd'hui, nous avons une société qui a traversé des crises. Il ne faut pas l'oublier. Donc aujourd'hui, des valeurs qui étaient solides se sont complètement disloquées. Il faut remettre l'éducation au centre. Et c'est pour cela que la haute autorité a commencé à initier un projet d'introduction de l'enseignement de la lutte contre la corruption à l'école. Depuis la maternelle jusqu'à l'université, en passant par les écoles. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, l'expérimentation a commencé déjà dans les grandes écoles. C'est vrai que la haute autorité communique, mais c'est une communication institutionnelle. C'est lourd. C'est peut-être pour cela. Mais sinon, il y a beaucoup de choses qui se font. Alors, pour revenir sur la question du salaire, le salaire n'est pas une excuse. Ah. Parce que sinon, comment comprendre que des personnes qui ont des niveaux de salaire aussi élevés, ça donne à la grande corruption? Alors donc, ce n'est pas une question d'argent. Par contre, et ça c'est le revers de la médaille, et vous regardez dans les dispositions, au niveau de la prévention, on demande à l'État, en termes de mesures, de faire en sorte que la rémunération des agents publics soit en adéquation avec le coût de la vie. Mais
quand même, je réitère ma question parce qu'on a quand même des fonctions, notamment la fonction publique, où on vous donne des primes, justement, quand vous êtes très proche de sommes d'argent. Parce qu'on connaît... Attendez, il y a quand même la nature humaine, hein, et puis il y a la réalité des textes et des lois et les désirs des uns des autres. Un élément. Sur les bas salaires. Récemment, le Premier ministre a pris une note demandant la suspension de la ruée des fonctionnaires vers les ministères comme le budget ou l'économie ou même au trésor. Voilà l'esprit. Le thème est très clair. Nous sommes dans une société de corruption. Et la question qu'on se pose, c'est de savoir quel est le modèle de société que nous voulons construire. Si nous nous réconcilions autour du modèle que nous voulons construire, en ce moment-là, on se donne les outils pour combattre. Mais quand vous avez l'impression qu'on a baissé les bras, et qu'il y a des acteurs qui peuvent agir dans une sorte d'impunité absolue, et qu'aucun bâton ne vient pour frapper, la société elle-même se met dans cette dimension-là. Alors, quand vous voyez un père de famille qui vient voir un élu comme celui que je suis dans ma mairie, je me dis, monsieur le maire, mon fils, il a quitté l'école il y a au moins 8 ans, il appelle à candidature libre, il a eu son BPC, je veux qu'il aille devenir instituteur. Ou bien, est-ce que tu peux m'aider au niveau de la mairie ici à diminuer son âge de moins 10 ans? Quand même. Oui, mais on vit ça au quotidien. Est-ce que le père de famille vous regarde droit dans les yeux, il vous a élu, il a participé à votre élection, il pense que vous lui devez ça. Alors ça, ce sont les pesanteurs sociologiques. Vous voyez ça? Et donc, on a ces pesanteurs qui sont là. Et donc, on est confronté à ça au quotidien. Mais quand vous prenez, et je fais le parallèle entre la presse et les partis politiques, qui bénéficient d'un financement de à peu près 800 millions annuels. Pour la presse? Non, je parle d'abord, oui, le parti qui ne crée aucun emploi, qui ne forme aucun citoyen à l'esprit démocratique, parce que quand on voit comment les populations réagissent quand il y a les crises politiques ici, on sait que les partis politiques ont failli à leur mission. Donc les ressources publiques qu'on leur a données par rapport à ça n'ont pas été utilisées dans ce sens-là. Et puis vous prenez la presse, qui est un outil important de l'enjeu démocratique d'un pays, et qui est là pour informer les citoyens pour qu'ils se déterminent par rapport aux choix qu'ils font. Mais quand vous regardez le rôle de l'État par rapport à cette presse, en dehors des structures qu'on crée, qui dysfonctionnent et qui ne financent pas correctement la presse, les médias sont dans un état de délabrement tel que les journalistes que vous trouvez là, vous voyez, beaucoup ne veulent pas travailler, par exemple, à l'éléphant déchaîné. Parce qu'il n'y a pas de reportage là-bas. Et s'il n'y a pas de reportage, vous n'avez pas accès au PEDIEM. Vous voyez un peu le lien. Et donc, dans les médias d'opinion, les journalistes sont souvent dans les reportages. Et quand ils font 10 reportages par jour, à raison de 20 000 francs par reportage, le type se retrouve avec 200 000 francs avant d'aller à la maison. Le mois fini, il n'aura pas ça en tant que salaire. Donc, le système crée un environnement qui pousse les gens qui veulent travailler par rapport aux contraintes de la vie sociale à se déterminer par rapport à des pratiques qui sont corruptives. Donc, il faut que l'État définisse le modèle dans lequel nous voulons vivre. Si on n'a pas défini ça, tout ce qu'on fait là, c'est des sparadraps qu'on met sur les plaies, on soit en dessous et puis pas derrière. Je reviens sur la hausse des salaires, de ces bas salaires, encore une fois, qui n'excusent rien, mais qui participent à cette société gangrénée par la corruption. Oui, mais madame, ce qu'on pourrait vous dire... Ah, c'est toi qui veux. Allez-y, allez-y. On a encore quelques minutes, vous allez pouvoir partager la parole. Juste vraiment pour rebondir. Après, ça sera vous. Hein. Voilà, si ce que Saleh a dit tout à l'heure, c'est vraiment la question de la conscience collective. Quand vous dites nous sommes tous coupables, vous pesez vos mots. J'ai envie de dire tous victimes après. Ouais. Parce qu'à la fin de la journée, nous subissons tous la corruption, d'une façon ou d'une autre. Alors, l'élément du salaire, comme vous le dites, ne devrait pas être une excuse. Parce que quel que soit le niveau de salaire que vous donnerez à des individus, ils seront toujours satisfaits. Donc, c'est l'étape. Mais par contre, ce qui est important, c'est la juste mesure. Parce qu'il y a un minimum. Il y a un minimum auquel tout le monde doit avoir droit. Parce que si vous vivez à Abidjan, que pour avoir une maison, vous devez débourser 100 000 francs et que votre salaire est en dessous de 100 000 francs, il faut que vous trouviez une solution pour régler la question. C'est la raison pour laquelle, dans la disposition, on demande à l'État de regarder la question de la rémunération pour en faire un point important, pour mettre l'argent public hors du champ des risques et des vulnérabilités en matière de corruption. Je vous laisse répondre. Oui, alors, j'ai entendu tout à l'heure beaucoup de récriminations envers la société civile. Qu'est-ce qu'elle fait?
j'ai tout le dispositif là. Non, on est du salaire. On est tous absolument. Voilà. Non, j'ai tout le dispositif là. Et ce que je voulais dire sur la question, c'est que on a ce que vous avez déjà dit, hein, le share understanding. Est-ce qu'on comprend tous? C'est pour ça que je suis revenu à la création des États modernes avec la théorie politique de Jean-Jacques Rousseau, pour qu'on comprenne. Parce que nous avons derrière nous 15 ans de société civile et je vous assure, si nous avons fait le choix aujourd'hui des droits économiques, sociaux et culturels, si nous avons fait le choix aujourd'hui de l'éducation à la citoyenneté, M. Achaou sait d'où je viens, lui sait d'où je viens, j'ai eu des conflits ici, mais j'ai compris, à travers ces conflits, que toutes les autorités politiques, administratives, judiciaires, ne comprenaient même pas qu'elles étaient dans un État et que j'étais un citoyen et que j'avais droit à dire ce que je disais. Je suis sorti de là, je n'ai jamais publié les conclusions du procès que j'ai eu, que j'ai gagné d'ailleurs, ici à la Cour suprême, contre le gouvernement ivoirien. Je n'ai jamais publié parce que j'ai compris tout de suite que la majorité des gens qui étaient autour de moi, la police qu'on envoyait, le préfet de police, le ministre, ne comprenaient pas qu'on était tous citoyens au même niveau et qu'on avait tous une voix de vote. Donc, depuis que j'ai compris cela, j'ai créé une équipe. Je suis à la tête d'une ONG. Depuis 10 ans, nous parcourons toute la Côte d'Ivoire. Je finis là-dessus pour expliquer pourquoi je dis ça. C'est que des études commencent à montrer aujourd'hui qu'en Côte d'Ivoire, si nous arrivons à vaincre, disons à travailler, si on arrive à donner des statistiques de réduction de 20% de la corruption, nous pourrons, madame, nous pourrons ne plus prendre de crédit à l'extérieur, les dettes vont baisser et nous pourrons financer, voilà, on va s'enrichir de facto et pouvoir financer tous ces salaires et ces infrastructures pour que la vie chère soit un lointain. Alors, je vais faire un dernier tour de table avec vous. Il nous reste 2-3 minutes avant la fin de cette émission. J'allais vous demander, Maître Balerou, est-ce que finalement l'arsenal juridique ivoirien sur ces questions est suffisant? Vous l'aviez dit, ou pour lutter contre la corruption, ou il faut juste, encore une fois, appliquer la loi, la rigueur des textes de loi? Il faut appliquer la loi. Il faut appliquer la loi, il ne faut pas avoir peur d'appliquer la loi. Il faut l'appliquer dans toute sa rigueur. La loi, elle est la même pour tous, hein, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Alors il faut appliquer la loi. Et j'ai envie de dire qu'à titre personnel, je prends toute ma part. Je pense que en tant qu'avocat, j'ai entendu tous les invités autour de la table parler de la responsabilité de la société civile. Mais au sein de la société civile, vous avez aussi les avocats. Absolument. Et nous faisons aussi notre part dans la mesure où nous allons vers les citoyens pour leur dire nous sommes là. Parce que qu'est-ce qu'on entend? Quand on dit aux gens, mais défendez-vous, attaquez, assignez-les. Vous avez cette habitude-là qu'ont par exemple les Français. Dès qu'il y a quelque chose, vous avez des associations, des ONG qui vont aller saisir le procureur de la République, se constituer partie civile, parce que les associations ont le droit de se constituer partie civile dans les procédures, dès lors que leur objet social, l'objet de leur association correspond à la lutte qui est menée. Vous voyez? Donc, si le but, c'est la lutte contre la corruption, vous avez le droit de vous constituer partie civile dans un procès et de poursuivre. Donc, il faut que chacun prenne sa part. Il ne faut pas que les gens aient des scrupules en se disant les avocats sont inaccessibles. Ce n'est pas vrai. Nous sommes là et nous prenons entièrement notre part. J'ai envie de dire que je suis membre de l'association des jeunes avocats, je suis membre du bureau, l'association des jeunes avocats qui est dirigée par Maître Jessica Nanou, sa présidente, pour encore 1 an. Et récemment, nous avons organisé la semaine du jeune avocat et nous avons donné des consultations gratuites au tribunal du Plateau, au tribunal de Yopougon et à la maison d'arrêt civile d'Abidjan-la-Maka. Donc, il ne faut pas hésiter à se saisir des questions qui préoccupent et dans le cadre des dispositifs qui existent et qu'on va s'appliquer à appliquer, ne pas hésiter à aller devant les juridictions pour que ces cas-là puissent donner lieu à des procès. Merci pour les précisions. Alors, messieurs, sans vouloir vous frustrer, c'est la fin de cette émission. Oh, ces mots. Non, mais parce que si je donne la mot à l'un, je suis obligée de donner le mot à l'autre. Vraiment. 30 secondes. Je suis confuse. Je suis confuse parce que je sais qu'aucun... On va conclure au moins, on va conclure. Voilà, madame. On va dire au revoir aux téléspectateurs. Non, en leur disant que la société a besoin de se retrouver autour de la question de la corruption. Juste un mot, juste un mot. Il le faut obligatoirement. Je suis prise en otage. Tous les acteurs doivent participer à la lutte, à commencer par les médias, qui sont le porte-voix. Ils sont les lanceurs de lièvre et ils sont importants parce qu'ils ont un rôle d'éducateur également. La société civile, vous n'êtes pas en reste. Merci. Il faut que vous participiez pleinement. Juste un mot. Ce que je voulais dire, c'est qu'on peut tous se permettre. Mais il y a 3 secteurs stratégiques dans lesquels un État
ne peut tolérer aucune corruption. Et nous aussi, on est là. Ou bien la réduire au maximum. Sécurité, santé, éducation. Ces 3 secteurs-là, vous jouez avec ça, le pays s'effondre. Il faut qu'on réagisse par rapport à ça. Nous appelons tous les citoyens à s'engager avec la société civile. Mon dernier mot. Merci beaucoup, merci de nous avoir suivis, merci à vous de votre participation, madame, messieurs. C'est donc la fin de cette émission. Restez sur RTI 1.